Dans le cadre de Livres en partage, nous donnons une nouvelle fois la parole à Françoise Pauli qui va nous parler de son dernier coup de cœur. C'est Le Liseur du 6h27, écrit par Jean-Paul Didier Laurent. Bonjour Françoise. Bonjour Élise. Alors, pouvez-vous nous dire qui est Jean-Paul Didier Laurent et si vous avez lu d'autres livres? Oui, Jean-Paul Didier Laurent, c'est un auteur singulier, disparu malheureusement trop tôt, en 2021. On se sent un peu frustré parce qu'on a l'impression qu'il avait encore beaucoup à écrire. D'abord auteur de nouvelles, pour lesquelles il a été souvent récompensé. Le Liseur de 6h27, c'est son premier roman. Et c'est vrai que j'avais eu le coup de cœur d'abord pour la couverture quand je l'ai acheté. Ensuite, j'ai eu le coup de cœur pour le roman. Il est paru, il n'est pas tout récent, hein, celui-là, il date d'une dizaine d'années, 2014. Oui. Bon, ce livre m'a intriguée et intéressée dès le premier paragraphe. Et l'intérêt a continué tout le long de ma lecture. Je compte sur vous, Françoise, pour nous expliquer pourquoi. Alors, on est happé, effectivement. Dès les premières lignes, on est happé par l'originalité. On a envie d'en savoir plus. Et à mesure qu'on avance, on veut toujours savoir plus et suivre ce personnage qui, à l'image de son auteur, est assez singulier. Ce qu'on peut dire du Liseur de 6h27, c'est que c'est un hymne à la lecture, c'est un hymne au beau texte, et c'est un hymne aussi à l'écriture. Parce que il y a une diversité dans le roman qui nous conduit à réfléchir sur la lecture et sur l'écriture. Alors on a un personnage central, il s'appelle Guylain Vignolle, c'est un nom qui l'afflige, parce qu'il prête à la contrepèterie Vilain Guignol. Il vit en compagnie d'un poisson rouge, qui s'appelle Rouget de Lille. Il le remplace régulièrement. Alors il y a Rouget de Lille, il en est au 6e, je crois. Il laisse croire à sa mère qu'il travaille dans l'édition. Il est assez évasif, donc sa mère le croit. Alors qu'il exerce un métier peu commun, au service d'une machine infernale. Moi, sur l'instant, je me suis dit que cette machine, c'est quelque chose que n'aurait pas désavoué Boris Vian dans des inventions extravagantes qu'il avait parfois. Cette machine broie des livres. Et il est au service de cette machine, lui qui est un amoureux de la littérature. C'est des livres invendus, sûrement. Des livres, c'est des invendus. Oui. Et c'est vrai qu'on le sait que les invendus, ils vont au pilon. Mais il a fait de ce pilon quelque chose d'absolument diabolique. Et il est tellement malheureux de devoir être au service de cet engin qu'il sauve chaque jour une page au hasard avant qu'elle soit broyée. Et il la lit ensuite à haute voix aux usagers de ce fameux train du 6h27. Oui, qui l'amène au travail. Qui l'amène au travail. Comme une espèce de compensation, voilà. Et page 10, voilà ce que la fin du chapitre 1. Guylain était une respiration qui, durant les 20 minutes que durait le voyage, les arrachait pour un temps à la monotonie des jours. Donc déjà, dès le premier chapitre, on trouve l'intérêt, toute la valeur de la littérature qui nous aide à échapper à un quotidien parfois bien morne ou bien frustrant, ou en tout cas peu satisfaisant. Et dès le second chapitre, nous prenons connaissance d'une de ces lectures et nous découvrons pour lui quelle est l'importance de l'acte de lire. Alors voilà, par exemple, voilà la page qu'il a sauvée. Alors ça n'a ni queue ni tête, c'est une page au hasard. Paralysé et muet de stupeur, l'enfant n'avait Dieu que pour l'animal pantelant accroché à la porte de la grange. L'homme approcha sa main de la gorge palpitante de vie. La lame effilée s'enfonça sans bruit dans le duvet blanc, et un geyser chaud jaillit de la plaie, éclaboussant le poignet de gouttelettes vermillon. Le père, manche retroussée jusqu'au coude, entailla la fourrure en quelques gestes précis. Puis, de ses puissantes mains, il tira lentement sur le pelage, qui se mit à glisser comme une vulgaire chaussette.
Apparut alors dans toute sa nudité le corps fin et musculeux du lapin, encore tout fumant de sa vie achevée. La tête pendouillée, laide et décharnée, avec les deux yeux globuleux qui fixaient le néant, sans même un soupçon de reproche. Voilà la page qu'il vient de lire. Et voilà une espèce de commentaire. Tandis que le jour naissant venait s'écraser sur les vitres embuées, le texte s'écoulait de sa bouche en un long filet de syllabes, entrecoupé çà et là de silences, dans lesquels s'engouffrait le bruit du train en marche. Pour tous les voyageurs présents dans la rame, il était le liseur, ce type étrange, qui tous les jours de la semaine parcourait à haute et intelligible voix les quelques pages tirées de sa serviette. Il s'agissait de fragments de livres sans aucun rapport les uns avec les autres. Un extrait de recette de cuisine pouvait côtoyer la page 48 du dernier Goncourt. Un paragraphe de roman policier succédait à une page de livre d'histoire. Peu importait le fond pour Guilain. Seul l'acte de lire revêtait de l'importance à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application acharnée. Et à chaque fois, la magie opérait, les mots, en quittant ses lèvres, emportaient avec eux un peu de cet écœurement qui l'étouffait à l'approche de l'usine. Donc il lit à la fois pour faire plaisir à ses usagers, ce qui leur permet de passer un moment un peu moins monotone dans le train, mais il lit aussi pour lui, pour pouvoir ensuite arriver à aborder cette machine infernale. On entre assez vite dans le vif du sujet, et il l'appelle la chose, avec une majuscule. C'est une machine qui n'a pas de nom. Oui, on a l'impression qu'il est angoissé tous les matins en allant au travail, de rencontrer cette chose. Ben c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui travaille pour vivre, parce qu'il le faut, et qui a un travail qui non seulement est insatisfaisant, mais qui est aux antipodes de ses centres d'intérêt, de sa sensibilité, de ce qu'il est profondément. Alors, la description de la chose, donc, elle est assez saisissante et ça fait penser à des descriptions un peu naturalistes, comme quand Zola, au début de Germinal, décrit l'arrivée d'Étienne à la mine, il fait nuit et il découvre. Ça m'a fait penser un peu à ce style de description. Vous allez voir ça. La chose était là, massive et menaçante, posée en plein centre de l'usine. En plus de 15 ans de métier, Guilain n'avait jamais pu se résoudre à l'appeler par son véritable nom, comme si le simple fait de la nommer eût été faire preuve envers elle de reconnaissance, une sorte d'acceptation tacite qu'il ne voulait en aucun cas. Ne jamais la nommer, c'était là l'ultime rempart qu'il était parvenu à ériger entre elle et lui pour ne pas définitivement lui vendre son âme. La chose devrait se satisfaire de son corps et de son corps seulement. Le nom gravé à même l'acier du mastodonte dégageait des relents de mort imminente. Zerstor 500, du verbe zersteren, qui signifie détruire dans la belle langue de Goethe. La Zerstor 500 était une monstruosité de près de 11 tonnes, sortie des ateliers de la Kraft GmbH en 1986 au sud de la Ruhr. La première fois que Guilain l'avait vue, la couleur vert-gris de sa coque de métal ne l'avait pas vraiment étonné. Quoi de plus normal que ce coloris guerrier pour une machine dont la seule fonction était d'anéantir? Au premier abord, on pouvait croire à une cabine de peinture ou un gros générateur, voire, comble de l'absurde, à une volumineuse rotative d'imprimerie. La seule prétention apparente de la chose semblait être la laideur. Mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Au milieu de la grisaille du sol bétonné, la gueule béante dessinait un rectangle sombre de 4 mètres sur 3 qui s'ouvrait sur le mystère. Là, à l'abri des ténèbres, tout au fond d'un énorme entonnoir en inox, se trouvait la terrible machinerie, un mécanisme sans lequel l'usine n'eût été rien d'autre qu'un entrepôt inutile. Côté technique, la Zerstor 500 tirait son nom des 500 marteaux, gros comme des poings d'homme, disposés en quinconce, sur les 2 cylindres horizontaux qui couvraient toute la largeur de la fosse. À cela s'ajoutaient les 600 couteaux en acier inoxydable, répartis sur 3 axes et tournant à la vitesse de 800 tours minute. De part et d'autre de cet enfer, une vingtaine de buses formaient une haie d'honneur qui envoyait sans discontinuer une eau à 120 degrés, sous 300 bars de pression. Plus loin,
Les 4 bras puissants du malaxeur reposaient dans leur écrin en inox. Enfin, encagé dans sa prison de fer, le monstrueux moteur diesel de près de 1000 chevaux donnait vie à l'ensemble. La chose était née pour broyer, aplatir, piler, écrabouiller, déchirer, hacher, lacérer, déchirer, malaxer, pétrir, ébouillanter. Mais la meilleure définition qu'il eût jamais entendue restait celle que le vieux Giuseppe se plaisait à gueuler lorsque le mauvais vin qu'il ingurgitait à longueur de journée n'avait pas suffi à éteindre la haine viscérale qu'il avait emmagasinée au fil des ans envers la Zerstor 500, sa génocide. C'est extraordinaire, hein, elle fait peur, cette machine. C'est une machine de guerre. Hein. D'ailleurs, il emploie l'adjectif guerrier. Cette couleur vert de gris, ça fait penser à la couleur des tanks. Hein. Il y a quelque chose c'est monstrueux. Le décor est planté. Et les hommes qui travaillent là, ben, à l'image de Guillain, ils sont asservis aux monstres. Mais chacun a son mode d'évasion et de résistance. Donc pour Guillain, c'est cette lecture dans le train, puis on verra par la suite comment il s'évade encore. Mais on a aussi Yvon. Yvon Grimbert, il est à l'entrée, lui, coincé dans sa guérite, où il est chargé de lever la barrière pour laisser entrer les camions qui apportent les livres à broyer. Lui est un passionné d'alexandrin, un fanatique de l'alexandrin. Il se délecte de tirades entières qu'il récite, notamment des tirades de Racine, mais quelques-unes parfois de son cru. Et il est tellement fanatique qu'il refuse de laisser entrer les camions tant qu'il n'a pas terminé sa tirade. Voilà. Un nouveau, pensa Guillain. Seul un nouveau pouvait se permettre, oui parce qu'il y en a un qui klaxonne à la barrière, seul un nouveau pouvait se permettre une telle liberté de ton avec Yvon Grimbert. Après avoir glissé un marque-page dans son édition du Cid de 1953, Yvon indiqua à Guillain le coffret entreposé sur l'étagère qui courait le long de la guérite. Il y avait là, précieusement conservé, des années de versification de son invention. La caisse sur ses genoux, le gardien passa en revue le répertoire à sa disposition devant le regard courroucé du chauffeur. La moustache frémissante de contentement, Yvon se saisit de l'affiche numéro 24 intitulée « Retards et châtiments ». Tout en réajustant sa cravate d'une main experte, il jeta un bref coup d'œil au texte, le temps de s'imprégner du rôle. Il lissa du plat de la main sa chevelure argentée, s'éclaircit la voix d'un ultime raclement de gorge. Alors Yvon Grimbert, ancien élève du cours Alphonse d'Aubin de Saint-Michel-sur-l'Oignon, promotion de 1970, abonné au français depuis 1976, tira une première salve. Il est passé midi, voyez la grande horloge. Déjà sur la demi, la grande aiguille se loge. Quittez cette arrogance, rengainez ce dédain, il reste une petite chance que je vous ouvre enfin. L'hébétude qui se dessinait sur le visage du chauffeur avait balayé toute trace de colère. Son menton persillé d'une barbe naissante s'affaissa, au fur et à mesure qu'Yvon scandait le quatrain de sa voix puissante. Guillain sourit, c'était bien un nouveau. Ça leur faisait souvent ça la première fois. L'alexandrin les prenait de court, les rimes leur tombaient dessus, les asphyxiant, aussi sûrement qu'une volée de coups portés en plein plexus. C'est droit comme une épée, un alexandrin, lui avait un jour expliqué Yvon. C'est né pour toucher au but, à condition de bien le servir, de ne pas le délivrer comme de la vulgaire prose. Ça se débite debout. Allonger la colonne d'air pour donner souffle aux mots. Il faut l'égrener de ses syllabes avec passion et flamboyance. Le déclamer comme on fait l'amour, à grands coups d'hémistiche, au rythme de la césure. Ça vous pose son comédien, l'alexandrin. Et pas de place pour l'improvisation. On ne peut pas tricher avec un verre de 12 pieds petit. À 59 ans, Yvon était passé maître dans l'art de les décocher. Déployant son mètre 85, le gardien était sorti de sa guérite. Nombreux sont les livreurs qui affrontent mon courroux, arrivés d'un qu'à l'heure, et vous me verrez doux, livrer ce chargement, quitter cette air à gare, effacer le tourment qu'a causé ce retard. Tâchez à l'avenir de respecter l'horaire, ne laissez pas tarir ma patience légendaire. Quelle que soit l'heure passée, il n'est plus grand outrage que de réceptionner un nouvel arrivage. Gardez-vous pour toujours de réveiller mes nerfs. Sous les plus beaux atours se cachent souvent mégères. Si je suis serviteur, je n'en reste pas moins, concernant ce secteur, maître de vos destins. Yvon, c'est comme ça, il parle en alexandrin. Alors, autre personnage singulier, Giuseppe. Alors lui, c'est le plus âgé,
le monstre a happé accidentellement ses jambes. Il n'a plus de jambes. Mais il espère les retrouver. Et il a trouvé pour cela un moyen qu'on peut trouver assez singulier. Il collectionne, et il en a déjà un bon nombre, les exemplaires d'un livre qui est sorti le jour de l'accident. Alors c'est un livre, au point qu'on lui demande, c'est un livre qui n'a aucun intérêt littéraire, hein. Guillain se souviendrait toute sa vie du visage irradiant de bonheur de son ami lorsque celui-ci lui avait ouvert la porte, avec entre les mains le précieux livre. Giuseppe lui avait tendu solennellement l'ouvrage avant de faire les présentations d'une voix brisée par l'émotion. Jardin et potager d'autrefois, de Jean E. de Fraissinet, ISBN 3-365 427-8254, sortie des rotatives de l'imprimerie Ducasse d'Alembert de Pantin le 24 mai 2002 et tiré en 1300 exemplaires sur papier recyclé de grammage 90, rame AF 87 452, une rame fabriquée avec les lots référencés sous les numéros 67 455 et 67 456, produit par la Société de traitement et de recyclage naturel dans la journée du 16 avril 2002. Guillain avait saisi le bouquin, l'auscultant sans comprendre. La couverture verchiasse n'incitait pas à la lecture. Il avait feuilleté sans conviction. À l'intérieur, ça parlait technique de jardinage, ensemencement, binage, désherbage et autres subtilités potagères pour tous les jardiniers du dimanche. Tu t'es découvert la main verte? T'es mis dans l'idée de faire pousser des légumes d'appartement? Devant son air ahuri, Giuseppe s'était tortillé de jubilation sur son fauteuil. Alors seulement, les mots prononcés par le vieux s'étaient frayé un passage jusqu'à son esprit. Le 16 avril, le jour même où ses jambes étaient parties dans le ventre de l'Azerstor, eau et chair broyée, pilée, ébouillantée, dispersée en millions de cellules qui s'étaient retrouvées intimement mêlées au magma gris, déféqué dans les bacs par la chose, ce jour maudit d'avril 2002, parti pour un long voyage, jusqu'à atterrir dans ce bouquet insignifiant et dans les 1299 autres, fabriqués avec cette chair à papier, unique en son genre. Guillain en était resté béat de cette stupéfaction. Le vieux avait retrouvé ses jambes. Et il attend, il pense quand il aura tous les exemplaires, il retrouvera ses jambes. Ça fait partie des aspects loufoques du roman. Mais c'est un personnage très attachant, autrement. Mais c'est très émouvant aussi. Mais c'est très émouvant. Parce qu'il y croit. Et puis Guillain arrive presque à y croire aussi. Et il entre dans le jeu pour lui procurer de nouveaux exemplaires. Alors bien sûr, on est dans un milieu où les rapports humains ne sont pas baignés de tendresse, dirons-nous. On a... Enfin, dans l'usine, enfin, dans la... Voilà. Mais en dehors, oui. En dehors, oui. Mais il y a la présence de dominants-dominés. Oui, on est dans un milieu dominant-dominé. Alors, il y a par exemple deux personnages extrêmement antipathiques. Autant Yvon et Giuseppe sont très attachants. Il y a deux personnages très antipathiques qui, ça ne les dérange pas d'être asservis à la machine. Brunner, un bof arrogant, abruti irrécupérable, dit l'auteur. Et Kowalski, planté sur une plateforme en hauteur, qui symbolise qu'il est le chef, c'est sa supériorité. Et la phrase dit ceci: Félix Kowalski ne parlait pas. Il aboyait, hurlait, beuglait, invectivait, rugissait, mais il n'avait jamais su causer normalement. Donc voilà, on est dans cet univers. Mais il y a toujours le train, puisque pour aller, pour revenir, il prend le train. Donc il y a sa lecture, et voilà qu'un jour, où il trouve comme d'habitude son plaisir dans celui qu'il donne aux autres passagers, il va rencontrer deux personnages délicieux, deux vieilles dames dignes d'un roman anglais, j'ai trouvé. Et elles vont entraîner Guillain dans un univers auquel il ne s'attend pas. Elles sont un peu timides, elles vont le trouver pleines d'une espèce de déférence, respect. De déférence. Oui, elles sont très déférentes. Voilà. Alors c'est délicieux.
Et debout sur sa ligne blanche, Guylaine flottait dans une demi-somnolence. Lorsqu'il sentit qu'on tiraillait sa manche, il se retourna. Elles étaient arrivées sans bruit dans son dos. Deux petites grand-mères qui le mangeaient littéralement des yeux. Leurs cheveux permanentés lançaient des reflets de la même couleur que le Butterfly 750 de Joseph. Les irisations violines de leur coiffure ne lui étaient pas inconnues. Il lui semblait avoir déjà aperçu ces dames dans le train à plusieurs reprises. Celle qui était le plus en retrait poussait l'autre du coude. « Vas-y, Monique, c'est toi qui parles. » Monique n'osait pas. Elle se triturait les mains, à ne plus savoir qu'en faire, se raclait la gorge, faisait des « mais oui, c'est bon, des « arrête, Joseph, ou je m'en vais ». Guylaine eut presque envie de la rassurer, Monique, de lui dire que c'était bon, ça allait bien se passer, que c'était les premiers mots le plus dur, qu'après, en général, ça allait tout seul, pas de raison d'avoir peur. Sauf qu'il n'avait aucune idée de ce que lui voulaient ces braves dames, hormis le fait évident qu'elles souhaitaient lui causer. Cramponnée à son sac à main, comme une bouée de sauvetage, la dite Monique finit par se jeter à l'eau. Voilà, on voulait vous dire, on aime bien ce que vous faites. Ce que je fais quoi demanda Guylaine incrédule. Mais quand vous lisez le matin, dans le RER et tout, on trouve ça bien. Et puis, ça nous fait drôlement du bien. Merci, c'est très gentil, mais vous savez, ce n'est pas grand-chose, juste quelques pages comme ça. Voilà. Justement, avec Josette, on aimerait vous demander quelque chose, si ça ne vous gêne pas. Oh, bien sûr, on comprendrait que vous ne puissiez pas, mais on serait tellement contents si vous acceptiez. Ça nous ferait tellement plaisir. Et puis, ça ne vous prendrait pas trop de temps. Ce serait quand vous voulez, en fonction de ce qu'il est possible pour vous. On ne voudrait surtout pas que ça vous embête. Guylaine se mit presque à regretter le temps où la dénommée Monique se contentait de triturer ses mains. « Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous entendez au juste par faire plaisir ? Eh voilà, en fait, on aimerait bien que vous veniez des fois lire à la maison. » Alors voilà une demande. Et il est touché par ces deux vieilles dames qui sont toutes timides, mais qui manifestement ont envie qu'on leur lise quelque chose. Et quand on connaît un peu, quand on va voir quelle est la maison, on comprend d'autant mieux. Alors, il ne s'attend pas du tout, quand elles lui disent la maison, il s'attend à aller à une maison. Dans une maison particulière. Une maison particulière. Et voilà, au moment où il arrive, au passage du portail, Guylaine eut le temps de lire l'inscription qui s'étirait en lettres dorées sur la plaque rutilante « Résidence Les Glycines ». Lui revinrent aussitôt en mémoire les 3 mots barrés sur la carte de visite des Sœurs de la Côte. À la vue de l'imposante bâtisse posée au milieu du parc, Guylaine ne put réprimer un hoquet de surprise. Depuis le début, il s'était attendu à un petit pavillon de banlieue. Tandis que le taxi franchissait les derniers mètres, il se souvint des propos de la vieille dame. On mange à 11h30. Le jeudi, ça peut pas aller parce qu'il y a Rami. Sauf le dimanche, bien sûr, à cause des familles. L'étrangeté de ses propos vola en éclats, à la vue des nombreuses silhouettes qui s'agitaient aux fenêtres. Il comprit dans l'instant que ce « on » qu'elle employait à tour de phrase ne se limitait pas, apparemment, aux seules sœurs. Donc, elles sont dans une maison de retraite. Et il va, là aussi, se prendre au jeu. Parce que, et là, je trouve que le romancier, je pense qu'il a peut-être fait une expérience de ce genre. Et moi, je peux dire que, pour l'avoir faite, aller lire dans une maison de retraite, quand les gens sont à peu près lucides, on peut penser que ça apporte beaucoup. C'est une espèce de bouffée d'oxygène, parce que ça permet aux gens quelquefois de retrouver des textes qu'ils connaissent ou de prendre connaissance ou de partager entre eux et partager avec quelqu'un. Oui, parce qu'en plus là, ils se prennent au jeu, hein, puisqu'ils disent, ils se disent, ah mais je ne sais pas, ils imaginent des choses et les autres sont pas d'accord. Mais c'est ça. Donc on voit vraiment, quand il va lire à cette maison de retraite, combien il y a d'échanges, de partage avec lui, mais aussi entre eux. Et quand vous dites qu'ils se prennent au jeu, c'est au point qu'il y a même l'épisode où l'une des pensionnaires, qui est une ancienne institutrice, veut lire. Hein. Parce que alors, ils ne savent pas son nom. Monsieur Vagnol, je crois que Madame Lignon a quelque chose à vous demander, intervint Monique. La grand-mère en question était une grande dame sèche qui se tenait raide comme la justice aux côtés de Monique. Une sculpture de Giacometti en chair et en os, pensa Guylaine. Mais pas de problème, je vous écoute.
Allez-y, Huguette, l'encouragea de la côte number one. Voilà, monsieur, j'ai été institutrice pendant près de 40 ans et j'ai toujours adoré ces exercices de lecture à voix haute. Et je serais ravie de pouvoir lire une petite page. Mais ce sera avec grand plaisir, Huguette. C'est ça? Allez-y, installez-vous, Huguette. Après que les 2 serres qui lui servaient de main lui eurent arraché la page d'entre les doigts, elle prit place sur le fauteuil. Les lunettes métalliques posées en équilibre sur son nez lui conféraient un air de vieille institutrice en retraite. Ce qui tombait très bien, pensa Guylaine, puisque c'est ce qu'elle était. Aussitôt le silence se fit dans la classe. Sa voix était étonnamment claire, si ce n'était un léger chevrotement, certainement dû à l'émotion. Alors là, on retrouve cette dame qui, tout d'un coup, revit son passé d'institutrice et elle a envie. Elle a envie de se retrouver dans la posture qui a été la sienne et elle va lire. Et quand je disais en commençant que le roman était un bel hommage à la lecture, un passage comme celui-là, c'est vraiment, il est particulièrement touchant. Mais déjà tout ce passage à la maison de retraite, moi je l'ai trouvé particulièrement riche et Parce que là, émouvant. on voit qu'ils s'évadent, hein, puisqu'ils rentrent eux dans l'histoire. Ils s'évadent de leur quotidien de maison de retraite. Et voilà, et ils ne se demandent pas si c'est une page au hasard, si c'est... peu importe ce qu'ils lisent, ils s'y projettent. Ça, oui. Et comme vous dites, même ils débattent, ils sont tout d'un coup extrêmement vivants. Et ça, c'est un passage qui est vraiment inattendu. Inattendu, parce que c'est vrai qu'il y a des moments dans le roman où on se demande où on va. Est-ce qu'on va sortir de cette usine? Jusqu'où on va suivre Guylaine? Voilà, et les autres. Et alors, après ces épisodes de la maison de retraite, le roman prend une toute autre direction. On a comme une espèce de roman dans le roman, lorsque Guylaine va prendre connaissance du contenu d'une clé USB qu'il a découverte dans le train. Le train, c'est quand même un lieu central. C'est le lieu qui l'amène au travail, mais c'est le lieu où il lit, c'est le lieu où il fait des rencontres, et c'est le lieu où il va trouver cette clé USB qu'il va se décider à déchiffrer. Oui, parce que je pense qu'il veut la rendre. Il cherche s'il y a des indices pour voilà, pour la rendre, pour la restituer à son propriétaire. Et la découverte qu'il va faire va l'inciter, oui, à ne pas renoncer à retrouver le propriétaire, mais il va s'intéresser au contenu. Et là, c'est l'occasion pour le romancier donc de faire une espèce de roman dans le roman et d'introduire un nouveau personnage, Julie, dame pipi, qui au fil des jours compte et recompte les carreaux de faïence de son lieu de travail. Et elle en sait le nombre exact et elle les recompte continuellement. C'est une occupation comme une autre. Mais disons que ce décompte des cahiers de faïence, des carreaux de faïence, ça montre aussi Oui, la nuit, hein, qu'est-ce travail. Oui, voilà. C'est un lieu clos, c'est tout blanc, il y a ces carreaux. Et voilà la première page qu'il découvre. Une fois l'an, à l'équinoxe de printemps, je recompte, comme ça, juste pour voir, vérifier que rien jamais ne change. À ce moment de l'année si particulier, où la nuit et le jour se partagent le temps, en une même part égale, je recompte. Avec niché derrière la tête l'idée saugrenue que peut-être, oui, un jour peut-être, même une chose a priori aussi immuable que le nombre de faïences qui tapissent mon domaine, du sol au plafond, puisse changer. C'est aussi vain et idiot que de croire en l'existence du prince charmant, mais il y a en moi cette parcelle de petite fille qui ne veut pas mourir et qui, une fois par an, veut croire au miracle. Je les connais par cœur, mes faïences. Malgré l'assaut journalier des coups d'éponge et des détergents, beaucoup sont restées éclatantes, comme au premier jour, et ont su conserver intacte cette glaçure légèrement laiteuse qui nappe leur terre cuite. À vrai dire, celle-là m'intéresse peu. Leur trop grand nombre a fait de leur perfection une banalité sans attrait. Non, mes attentions vont plutôt aux éclopés, aux fendillés, aux jaunis, aux ébréchés, à toutes celles que le temps m'a estropiées et qui donnent à l'endroit, outre ce petit cachet vieillot que j'ai fini par aimer, une touche d'imperfection qui étrangement me rassure. Voilà. Voilà un univers triste, mais bon, dans lequel elle trouve
son conte avec cette espèce de personnification des carreaux éclopés. Et cette rencontre, parce que Guilain va être séduit par... il veut en savoir plus, donc il va lire tout le contenu. Et c'est une rencontre par texte interposé qui change totalement la vie de Guilain et qui va surprendre ses auditeurs habituels. Et la vision de cette dame Pipi aussi, qui ne fait pas que nettoyer, et voilà, ainsi de suite. Et voilà, parce que cette dame, de la même manière il se reconnaît un peu, ouais. Il reconnaît une parenté, de la même manière que lui, son véritable univers, ce sont les livres, alors qu'il est au service de cette machine, elle, son univers, c'est aussi l'imagination, l'écriture. Lui, c'est la lecture, elle, c'est l'écriture. Et alors que son métier est un métier souvent dévalorisé, qu'on tourne même parfois en ridicule. Et donc, il va y avoir une parenté. Oui, parce qu'elle en a conscience, puisqu'elle cache son ordinateur sur lequel elle écrit, pour pas qu'on la voie écrire. Oui, elle ne veut pas. Ne veut pas qu'on la voie écrire. Elle ne veut pas qu'on le sache. Alors, il va être amené, là on a un passage dans le train, la rame de 6h27 entra en guerre à 6h27 précise, le strapontin s'ouvrit sans gémir lorsqu'il en bascula l'assise. Donc on retrouve le rituel des gestes qu'on a tout le temps. Il sortit la chemise cartonnée de la serviette posée à ses pieds. Si le procédé ne différait en rien des autres jours, il apparut aux plus subtils des observateurs que les gestes du jeune homme étaient moins mécaniques qu'à l'accoutumée. Le mal-être qui figeait habituellement ses traits en un masque triste avait disparu. Ces mêmes observateurs purent également remarquer que buvard et pelure de papier avaient laissé la place à des feuilles ordinaires, format A4. Sans même attendre le départ de la rame, Guilain parcourut le premier texte d'une voix posée, et au lieu de leur lire un texte au hasard, il leur lit une partie de ce qu'il a trouvé sur la clé USB. Comme il lirait un roman de Flaubert, voilà. Et il va faire connaître cette jeune personne. Alors, je n'en dirai pas plus, parce que je ne veux pas dévoiler comment évolue cette rencontre, d'abord par texte interposé, et comment on voit évoluer à la fois le liseur, Guilain, et à la fois Julie, à travers son écriture. Ce qu'on peut dire, c'est que le roman de Jean-Paul Didier Laurent se lit avec curiosité, d'un bout à l'autre. Et que malgré un côté quasiment absurde, irréaliste la plus souvent, on est pris par des personnages extrêmement attachants. Guilain lui-même, bien sûr, mais aussi Yvon, Giuseppe, les deux vieilles dames, Julie. On a là une galerie de portraits... Mais très incarnés. Très incarnés. Oui. On se les représente. Et on est séduit par des trouvailles inattendues. Par exemple, quand le roman bifurque sur le roman dans le roman, on ne s'y attend pas. Bon, il y a bien eu cette clé USB, on ne s'attend pas à trouver sur cette clé USB le début peut-être d'une aventure littéraire. L'écriture de Jean-Paul Didier Laurent est simple. On pourrait dire, je sais qu'il y a des gens qui ne l'ont pas aimé, on trouvait basique, mais moi je l'ai trouvée forte quand même, efficace, variée, adaptée aux différents personnages. Quand il fait parler Yvon en alexandrin, c'est Yvon qui parle, on entend des voix. On entend la voix de Giuseppe aussi, on entend la voix de Kowalski qui beugle, et on entend dans l'écriture de Julie est une écriture différente de celle qui est jusque-là celle du roman. Donc on a affaire à un romancier qui a une technique d'écriture habile. Et dans la maison de retraite, et l'impatience quand les gens me parlent, ils se coupent la parole. Voilà, on les voit très très bien. Hein, les dialogues. Oui. Alors ceux qui n'entendent pas, c'est pris sur le vif. Moi j'ai bien aimé son écriture, qui s'adapte justement aux différents personnages et aux différents moments de la narration. Alors, je crois que j'ai lu la totalité des romans de Jean-Paul Didier Laurent. Et je pense qu'on trouve dans tous ce mélange
de réalisme et d'invention loufoque. Le summum, c'est dans la fissure. Hein. La fissure, c'est vraiment complètement loufoque. Il y a une conversation avec un nain de jardin. Un type qui a acheté une maison à la campagne, alors il est sur la terrasse et il s'aperçoit qu'il y a une fissure. Alors, il se met à surveiller cette fissure. Ça devient une obsession. D'où le titre du... Mais après, alors, quand on dérive sur les dialogues avec le nain de jardin... Alors moi je recommande, hein, outre le coup de cœur qu'a été le liseur, la lecture de son dernier roman, puisque malheureusement il est disparu après, qui s'appelle Malamute. C'est un huis clos à 3 personnages, une histoire de neige, d'isolement, de secret, avec la présence obsédante d'un souvenir, celui de Chien de traîneau, d'où le titre, hein, Malamute c'est des chiens de traîneau. On n'est pas pour autant chez Jack London, mais c'est un roman très très fort, très très fort, Malamute. Voilà pour le liseur. Bon, ben, merci Françoise d'avoir su faire vivre d'une manière aussi vivante ce livre. Bon, ce livre est, moi je trouvais que la 4e de couverture, ce livre est un concentré de bonne humeur, plein de tendresse et d'humanité. Ce livre enchantera votre journée, et c'est ce qu'il a fait pour moi. Mais c'est vrai parce que même Giuseppe qui n'a plus de jambes, finalement comme il vit dans l'espoir de les retrouver en collectionnant, eh bien on se dit qu'il est heureux quoi. Même ce monsieur qui est tout seul, hein, le Guinéen, avec son poisson rouge, avec son poisson rouge. Il arrive à communiquer avec. Il communique avec le poisson rouge et puis il a aussi cet univers qui le fait rêver, cet univers de la lecture. Et c'est vrai que c'est un bel hymne à ce que la lecture peut nous apporter. Bon, merci Françoise. Merci à vous.